Eh bien, bonjour. L'euthanasie, le suicide assisté, les questions reliées à la fin de vie sont devenues très prégnantes dans le débat public au Québec ces derniers mois. Pour en traiter, notre invitée ce matin, le docteur Catherine Dopchy de Belgique, qui est une personne ressource en la matière. Docteur Dopchy, bonjour. Bonjour. Si, dans un premier temps, vous nous entreteniez un petit peu de votre expérience professionnelle, qui est en même temps à la base de votre expertise dans le domaine. Voilà, moi je suis oncologue médicale, donc je m'occupe des cancéreux depuis 1987 et je suis responsable aussi d'une unité de soins palliatifs de 6 lits en milieu hospitalier. J'ai aussi été cofondateur de groupements qui s'occupent de l'instauration, l'application des soins palliatifs sur le domicile. Donc voilà, ça me fait un paysage assez large pour pouvoir parler de ces questions. Et vous livriez hier soir à l'Université Laval une conférence sur la question qui traitait, je pense, notamment des dérives constatées dans le domaine. Effectivement, parce qu'il y a d'autres personnes qui ne pensent pas comme moi et qui parlent du fait qu'en Belgique, tout se passe bien et que tout le monde est content. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cela, je ne suis pas la seule. Mais donc, c'est pour ça qu'on m'a invitée, pour avoir un autre regard un peu, un autre éclairage sur ce qui s'y passe. Ils disent que tout se passe bien dans le contexte où l'euthanasie a été rendue maintenant beaucoup plus accessible. Voilà, l'euthanasie chez nous a été dépénalisée, c'est-à-dire que ça reste un homicide, mais qu'on peut ne pas être poursuivi à la condition qu'on rentre dans le cadre de la loi. Ce cadre, il est clairement défini et il est vérifié a posteriori par une commission sur base des dossiers que le médecin transmet, sachant que le médecin, quand il a pratiqué l'euthanasie dans le cadre de la loi, remplit le certificat de décès comme un certificat de mort par mort naturelle. Voilà. On pourra peut-être revenir sur les dérives. On sait, je vous disais que le débat ici avait cours au Québec et de façon plus marquée. Il y a même un projet de loi à l'étude sur la question qui viserait justement à ouvrir la porte davantage. L'argument premier des gens qui militent en faveur de ça, c'est de dire, on le connaît assez, le contrôle sur son corps, c'est ma vie, c'est ma liberté. Oui, alors donc c'est une des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Je pense que la difficulté avec ça, c'est que les personnes qui pensent comme ça pensent pouvoir avoir maîtrise sur tout et veulent aussi, par la même réflexion, imposer à la médecine d'avoir maîtrise sur tout. Mais la maîtrise est une maîtrise qui renie une partie de notre réalité humaine. Donc elle veut s'affranchir de notre nature d'être limitée, ne plus considérer ça, considérer que ça n'existe pas et que l'on puisse avoir droit à tout maîtriser ou que l'autre nous donne le droit de tout maîtriser, y compris sa vie, sa mort. Et donc c'est une question non plus en tout cas dans la médecine, d'échange d'humanité, de don et d'accueil, mais c'est j'ai droit à ceci et tu fais ce qu'il faut pour que j'accède à mes droits. Et c'est aussi, si je peux juste compléter un petit peu, au sujet de la difficulté que l'on a à dialoguer l'un et l'autre, ceux qui sont pro-euthanasiques et ceux qui estiment que ce n'est pas une bonne voie, c'est au sujet de la définition de l'homme. Donc le grand fondement de cette discorde, c'est la définition de la dignité de l'homme, qui serait soit, comme moi je le crois, une dignité qui est intrinsèque à la nature humaine, soit une dignité qui est relative. Et relative à quoi? Relative à ce que je veux pour moi ou ce que j'estime bon pour moi, ce que je veux décider pour moi-même. D'accord, on arrive dans des postulats fondamentaux. Voilà, oui. Maintenant, vous qui êtes oncologue, corrigez-moi si je me trompe, mais est-ce qu'on ne peut pas dire que globalement, dans la lutte au cancer, l'humanité est encore à un stade très peu avancé? On est loin de l'avoir éradiqué. Alors, je pense que on n'éradiquera jamais la maladie, la souffrance. Donc c'est ça, je pense que la grande différence entre ce que nous on pense, ce que moi je pense en tout cas et d'autres avec moi, c'est que la souffrance elle fait partie de notre nature humaine et que ce que l'on est appelé à faire nous en tant que médecins, c'est d'essayer justement de favoriser la traversée de la souffrance en soutenant l'homme et en se soutenant l'un l'autre
le soignant et le soigné, on a chacun des choses à nous apprendre là, en fonction des moments. Mais d'autres pensent que ce qui compte, c'est pas ça. La visée, c'est pas soutenir l'homme pour traverser la souffrance. La visée, ça devient annihiler la souffrance, faire en sorte que la souffrance n'existe plus. Et donc, c'est une utopie pour moi, mais annihiler la souffrance, et même si c'est au prix de l'homme. La visée, c'est ça, c'est devenu ça. On supprime l'être humain, alors la souffrance du fait-même n'existe plus. Voilà. C'est la solution la plus simple pour certains. Voilà, pour certains en tout cas. Mais donc, moi, je pense que c'est une solution qui ne mène à rien, parce que comme la nature de l'homme contient la souffrance, ou en tout cas la capacité à souffrir et la capacité aussi à intégrer la souffrance pour en faire quelque chose, c'est ça qui est important aussi, qui garde du sens. On ne souffre pas pour s'amuser. On va pas, on combat la souffrance, ça reste vrai, mais on peut reconnaître qu'on est capable de l'intégrer pour en faire quelque chose de bon éventuellement, si on est soutenu et si on... Voilà. Et donc ça m'a éloigné un petit peu de votre question quand même, qui était la cancérologie, on en est au début des soins, voilà, c'est vrai. Mais en même temps, si vous voulez, c'est vrai qu'on est au début de ce qu'on peut faire, apporter aux cancéreux pour avancer. Mais en même temps, on est dans une période de grand développement médical. Et donc c'est ça qui nous trompe et qui nous fait penser parfois à nous médecins et qui fait penser aussi aux citoyens que la médecine est toute puissante et doit l'être. C'est que les progrès ont été énormes sur 20 ans. Énormes. Et pour les cancéreux, les progrès principaux, ça reste même dans le domaine des soins palliatifs dans lesquels vous œuvrez. Pas seulement, quand même les soins curatifs ont leur importance, mais c'est vrai qu'il y a, comme vous dites, quand même une grande partie des patients qu'on ne guérit pas. Et donc, cette grande partie-là, elle doit aussi être sujet de notre ardent travail pour essayer d'avancer. Et donc, les soins palliatifs s'intéressent particulièrement à cette catégorie nombreuse de patients. Et les progrès sont énormes là aussi. On met en avant parfois pour ébranler l'émotion des personnes. C'est comme ça qu'on peut travailler avec l'opinion publique, c'est en ébranlant l'émotion, parce qu'on perd son intelligence, alors donc on peut être plus facilement manipulé, je pense. Mais on sait que pour ce qui est en tout cas de encadrer, soulager tout ce qui est souffrance physique, on est très compétent, très bon. Ceci dit, justement, peut-être toujours à cause de la peur de la souffrance, mais en tout cas, nous avons ici au Québec un mouvement qui existe depuis plus d'une vingtaine d'années, qui fait campagne ardemment, qui s'appelle « Mourir dans la dignité ». Oui, on l'a aussi. À quoi d'autres ont répliqué avec le mouvement « Vivre dans la dignité ». Oui, tout à fait. Qui, lui, refuse justement l'euthanasie, le suicide assisté. Mais il y a cette notion, justement, qu'il y a un certain niveau de souffrance, de dégradation physique qui irait contre la dignité fondamentale de la personne. Et ça, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que tout ça dépend du regard qu'on porte sur l'autre. Et c'est sûr que si quelqu'un porte un regard en disant, ben voilà, cette personne, elle ne vaut rien, mais la personne qui va recevoir le regard, elle va se sentir dégradée. Et donc, c'est un va-et-vient qui ne fait qu'enfoncer. Et je pense que c'est le contraire qu'il faut faire. Je pense que soutenir la personne et dire, mais si, écoute, voilà, nous, en tout cas par expérience, malheureusement, l'expérience, on sait difficilement la communiquer. Moi qui suis maman, et maman pourrait dire la même chose pour moi, on sait difficilement transmettre l'expérience que l'on a. Il faut soi-même faire l'expérience de certaines choses pour pouvoir comprendre qu'elles sont vraies. Mais nous, en tout cas, on peut témoigner en soins palliatifs que la fin de vie, elle est très riche de sens, parce que, l'interprétation que moi j'en ai, c'est qu'à ce moment-là, on ne triche plus. On ose faire des choses qu'on ne faisait pas avant, on met bas les masques, parce que le temps est court et qu'on se rend compte qu'il y a des choses plus importantes que d'aller en vacances, et qu'il y a des choses plus importantes que de travailler. Et c'est parfois seulement à ce moment-là qu'on les découvre, et alors les relations changent, les personnes changent, et donc cette fin de vie qui est parfois
ça reste un chemin difficile, hein. C'est pas rose et bonbon, hein, parce qu'il ne faut pas non plus transformer ça. Ça reste quelque chose de dur à travers lequel on voudrait bien ne pas devoir passer. Mais malheureusement, l'homme est ainsi fait que c'est quand il se retrouve dans des situations difficiles parfois qu'il arrive à se révéler soi-même, lui-même plutôt. Et ce qui est merveilleux aussi là-dedans, c'est qu'en cherchant lui-même, il apprend à l'autre qui échange avec lui aussi à trouver en lui qu'il y a des choses, voilà, une force vive là qu'il n'a pas encore visitée dans d'autres circonstances. Alors les corridors plus difficiles peuvent devenir des lieux de croissance. Exactement, exactement. Mais ça, c'est très difficile à exprimer ça pour que ce soit convaincant. Hein? Parce qu'il faut le vivre, parce que ça fait peur. Ouais. Voilà, il faut pas presque, il faut l'expérience, je pense. Sauf si on arrive à être confiant dans la parole de l'autre, mais c'est pas sur ces sujets-là souvent c'est difficile parce que il y a aussi quelque chose dans la société et dans le bruit que l'on répand. On fait de plus en plus peur aux gens. Hein, on dit aux gens, regardez comme c'est terrible, hein. Donc on attise encore plus l'angoisse. On anticipe aussi les angoisses sur des choses qui parfois n'arrivent même pas du tout. Hein, et on joue sur cette anticipation sur la crainte du mourir, sur la crainte de la dégradation. Est-ce que je vais trouver autour de moi quelqu'un qui va accepter de s'occuper de moi, hein, quand on parle des personnes âgées qui sont isolés parce que par la force des choses, les enfants travaillent, ils sont loin à 100 ou 150 km, ils n'ont pas le temps. Enfin, c'est toutes des souffrances qui sont réelles dans notre société actuelle et pour lesquelles on n'a pas encore trouvé, on n'a pas cherché assez comment y répondre. Et donc, la tentation de supprimer, jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est une tentation qui est simpliste, mais qui est efficace dans le discours, en tout cas, qui est dangereuse pour moi. D'ailleurs, au passage, vous l'évoquez, mais il se peut effectivement que dans notre société postmoderne, l'isolement des personnes, des individus, parfois, soit davantage marqué et ressenti. Oui. Et donc, déjà, les personnes fort âgées, puisque c'est l'exemple que je prenais, c'en est un comme un autre, mais elles se sentent quand même un poids pour les autres, hein, un poids... Pour deux raisons, parce que pendant longtemps, les personnes âgées, pendant très longtemps, ne se sentent pas âgées. Et ça, c'est grâce aussi à l'efficacité des soins. Hein, et donc, tout d'un coup, parfois, c'est tout d'un coup qu'elles rentrent dans la perte d'autonomie, parfois relativement rapidement, parfois sans l'avoir anticipé, et sans avoir autour d'elles prévu, anticipé, comment les choses allaient se passer. Et puis les proches autour, eux non plus, n'ont pas anticipé ça parce que on pense qu'on a droit à être à 80 ans en excellente forme, quoi. Hein, on pense que c'est normal d'être on pense que c'est normal. On pense que c'est normal. Et plus que ça, on pense qu'on a droit à ça. Ah oui. Hein, on pense qu'on a droit à ça. Et donc là, moi je vois souvent des personnes âgées qui disent mais c'est pas juste, j'ai vécu jusqu'à 85 ans sans avoir rien et puis maintenant j'ai un cancer et tout tombe. Et quand on peut difficilement leur faire entendre que d'accord, c'est pas juste, mais si elles pensent à d'autres personnes qui vivent la même chose à 20 ans, elles pourraient se rendre compte que c'est une grâce pour elles d'avoir reçu ça, mais c'est pas vécu comme ça. Parce que c'est une fracture dans leur réalité du quotidien. Et donc c'est vécu, puisque c'est vécu comme un droit, la fracture, elle est vécue comme une injustice. Voilà. Donc la question, ce n'est pas nécessairement une question de compassion qu'il suffirait de dire à ce moment-là qu'on débranche par exemple les appareils ou qu'on provoque la mort de la personne. Ça ne sera pas un geste de compassion du tout, à votre avis? Alors déjà, je suis désolée de devoir vous corriger, mais vous mélangez deux choses. Oui. Et c'est... moi, j'y fais très attention parce que justement, la difficulté quand on discute de toutes ces questions-là, c'est qu'il y a une confusion beaucoup dans les attitudes, dans les gestes qu'on pose et dans l'intention que l'on a. Et donc, on peut éventuellement
arrêter un soin qu'on a entamé à un moment donné parce qu'à ce moment-là, il était cohérent avec la situation, et puis interrompre ce soin voilà, simplement parce qu'à ce moment-là, il est devenu futile. Et donc ça n'a rien à voir avec le fait de provoquer la mort. C'est deux choses différentes. La première peut rentrer dans une discussion de planification de soins qui peut être tout à fait respectueuse de la vie, qui peut faire partie des soins palliatifs, et voilà. L'autre est vraiment un geste qui est posé avec l'intention de tuer la personne. Donc ça, c'est de la vraie euthanasie. Du coup, je me suis perdue dans l'explication et j'ai perdu la question. La question, il y en a qui voient là-dedans un geste de compassion. Voilà. De provoquer la mort. Alors pour moi, la compassion, ce n'est pas quelque chose qui s'invente ou qui se travaille. C'est quelque chose qui d'office naît dans mon cœur. Quoi, hein. Je suis touchée par la douleur, la souffrance de l'autre, et j'y participe. Ça, c'est la compassion, et j'essaie de la travailler avec l'autre. Et c'est différent de ce que moi j'appelle plus de la pitié. Je ne sais pas si le terme est juste, mais enfin, je vais vous expliquer comment je l'utilise. Oui. C'est parce que je me sens impuissant, je voudrais me débarrasser de la souffrance de l'autre, parce que je n'arrive pas à la porter. Et donc certains utilisent le mot compassion pour cette pitié qui pour moi est plutôt de la pitié, et qui à cause de ça se trouve dans une espèce d'obligation de dire bon, il faut que j'agisse pour supprimer cette souffrance que je ne sais pas porter. Donc c'est ça la différence entre les deux attitudes, à mon avis, entre cette compassion qui est d'une solidarité, en tout cas d'être envahi soit aussi par la souffrance de l'autre, et une compassion, voilà, si on veut utiliser le mot, mais pour moi qui est mal utilisé, qui serait d'une désolidarisation plutôt, qui est je ne sais pas porter cette souffrance-là, et donc je vais essayer de la maîtriser. Étymologiquement, de toute façon, le terme compassion veut dire pâtir avec. Ah, voilà. Donc ça correspond exactement à la définition que vous donniez tantôt. Hein? Oui. Dans un tout autre ordre de logique, si je peux dire, il y a un raisonnement beaucoup plus froid, mais qui peut avoir sa place dans le débat public, j'imagine, qui consiste à dire, la situation économique dans notre société étant ce qu'elle est, les coûts de la santé étant ce qu'ils sont, et là, vous voyez venir, c'est un argument qui est plus souvent dissimulé qu'évoqué au grand jour, à vrai dire, mais on est capable de l'identifier à travers certains discours, certains argumentaires dont on va prendre connaissance. Alors, oui, c'est vrai, et je pense qu'il est effectivement caché, cet argument-là, mais je pense que du point de vue politique, il est réel. Et il y a un de mes collègues qui disait, pour souligner ça, par exemple, c'est que on reconnaît, en tout cas en Belgique, un droit à demander l'euthanasie, et par contre, on ne reconnaît pas aux patients un droit à demander des soins médicaux qui seraient considérés par d'autres comme de l'acharnement thérapeutique. Par exemple, nous, en Belgique, voilà, il y a des médicaments auxquels on n'a pas accès, qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, alors que ces médicaments-là, pour certains d'entre eux, seraient efficaces, prouvés scientifiquement efficaces. Et donc, on limite l'accès aux soins à ce niveau-là, parce que ça coûte trop cher. Et pourtant, on justifie d'un autre côté le droit à demander à être euthanasié, alors que ça sort du même fondement. J'ai le droit à avoir ce qui existe. Donc il y a quand même un aspect financier là qui peut être suspecté. Et puis, en tout cas, moi j'ai entendu un discours d'un politicien qui a dit on ne sait pas quoi faire avec la population vieillissante, on n'a pas les moyens. De toute façon, puisqu'on peut euthanasier des patients qui sont là de vivre et qui le demandent, pourquoi pas, ce serait économiquement beaucoup plus simple à gérer. Donc ça a déjà été dit par un politicien chez nous. Au moins lui, il avait l'honnêteté de le dire. Oui, parce qu'on peut soupçonner qu'il y en a qui ne le diront pas au grand jour, le micro ouvert, mais qui le pensent tout de même. Voilà. Il y a ça, et donc ça c'est au niveau sociétal, et puis au niveau particulier.
c'est possible aussi. Il y a des personnes qui sont quand même la pauvreté, elle commence quand même à s'installer dans nos pays. Hein. Et donc, pour une personne âgée, partir en maison de retraite, c'est pas seulement un déchirement psychologique, mais parfois ça peut être aussi une grande difficulté financière. Hein. Et donc là, les pressions ne sont pas dites, mais c'est des pressions qui sont vécues quand même par les personnes et qui pourraient de plus en plus s'instaurer parce que puisqu'on dit que c'est une bonne solution d'euthanasier les personnes âgées qui sont lasses de vivre puisqu'elles le demandent, c'est une bonne solution et c'est quelque chose de bien qu'on fait pour elles, mais ça va s'infiltrer comme une culture de mort qui va être de plus en plus prégnante et qui est une pression sans pression, mais parce que c'est une ambiance. Oui, on baigne là-dedans. Oui. Un des arguments en faveur de chez vous, c'est la dépénalisation. Ici, on dit la légalisation de l'euthanasie, du suicide assisté même. C'est de dire que ces pratiques-là ont cours de toute façon comme qu'on n'y pourrait rien. Un peu l'argument qui avait été servi dans les premières heures du débat sur l'avortement. De toute façon, vous ne pouvez pas empêcher que ça se fasse, aussi bien le faire au grand jour, et surtout dans un cadre qui est réglementé, donc qui empêcherait les dérives. Mais je pense que chez vous, vous avez une vision de votre expérience qui semble contraire. Oui, alors tout à fait. Alors vous entendrez ma voix et puis d'autres voix, et je pense que pourquoi on n'est pas d'accord sur l'histoire de la pente glissante, hein, puisque c'est ça que vous évoquez, c'est parce que au départ, la loi, comme vous dites, elle a été mise en avant pour, soi-disant, aider les personnes qui, de manière très très rare, étaient euthanasiées quand même, à leur insu. Hein. Ces personnes-là, elles sont extrêmement rares et ce qu'on a mis en avant, c'est la souffrance physique surtout. Oui. Maintenant, je vous l'ai dit, la souffrance physique, on gère. Hein. Donc, ce qui mène à la demande d'euthanasie, c'est la souffrance psychospirituelle de perte de sens. Hein. Et donc, ce que l'on avait mis en avant là, c'était de protéger une toute petite catégorie de vulnérables qui étaient les patients agonisants à qui on ne demandait pas leur avis, et de protéger les médecins aussi, qui le faisaient par compassion, pour qu'ils ne se retrouvent pas devant la justice. Bon. Et donc si on considère cet esprit de loi comme celui-là, l'euthanasie reste une transgression d'une loi naturelle sociétale, indispensable pour vivre en communauté. Là, si on prend ça, les dérives, elles ne peuvent qu'être dérives. Il y en a plein, je peux vous en citer plein d'exemples. Oui. Par contre, si on comprend et si on utilise l'esprit de la loi comme j'ai droit à la maîtrise de ma vie, hein, comme on disait, la dignité qui est celle de maîtriser ma vie, alors à ce moment-là, bien sûr, il n'y a aucune pente glissante, puisque le but c'est d'avoir la maîtrise, du moment que la personne le demande, c'est bon, donc il n'y a jamais de pente glissante. Vous comprenez? Voilà. Même là, on exclut le fait qu'une personne peut avoir ses heures de découragement. Oui, mais voilà, on oublie certains mots parfois hein, dans la définition de la loi. C'est vrai que vous dites que ça peut avoir des hauts, des bas, et que normalement, par contre, il faut une souffrance inapaisable constante. Hein. Mais la constance, vous savez, comment est-ce qu'on la définit aussi hein? Si on dit que la personne âgée est lasse de vivre et que cette lassitude-là justifie la demande et l'acceptation d'une euthanasie, être las de vivre, oui, c'est vrai, il y a des hauts, des bas. Hein? Mais on peut dire aussi que c'est constant, parce que ça revient tous les jours ou 2 fois par semaine. Enfin, je ne sais pas comment est-ce qu'on définit la constance. Hein? Bon. Oui, voilà. C'est vraiment la pente glissante à ce moment-là. Oui, la pente glissante, pour moi, en tout cas, si l'esprit de la loi était de considérer, et l'esprit de la loi était comme ça, puisque on a dit, ça reste une transgression éthique, puisque c'est une dépénalisation. Hein, donc ça reste un homicide, mais l'homicide n'est pas puni à la condition que. Donc, clairement, ça dit que l'esprit de la loi veut
que l'euthanasie reste une transgression. Mais l'utilisation qu'on en fait aujourd'hui en Belgique, c'est le droit de mourir dans la dignité. Alors, c'est devenu un droit à l'euthanasie, alors que c'est même pas un droit à l'euthanasie, c'est un droit à demander l'euthanasie. Hein, c'est pas un droit à recevoir l'euthanasie. Ce droit-là n'existe pas, mais c'est comme ça qu'on en parle. Hein. Et donc la transgression n'existe plus. L'euthanasie est simplement une option éthique tout à fait défendable. Alors en pratique, donc, on a beau dire qu'on va encadrer la chose, la limiter, la circonscrire. C'est pas possible. Dans les faits, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas possible, non. C'est pas possible. Vous avez personnellement été témoin de plusieurs situations? Oui. Témoin de, bon, par exemple, de pression, hein, d'un fils par rapport à son père, notamment. Je veux une situation à laquelle je pense comme ça. Parce que si vous voulez, il faut tout un cheminement parfois sur une éducation qu'on a eue soi-même et qu'on a instaurée. Et donc il y a des liens qui sont créés d'une certaine façon, qui se sont ancrés comme ça. Et donc voilà, ce monsieur-là, la pression normalement ne peut pas exister, mais la pression est là. Hein, alors une autre situation d'un homme qui, bon, on dit qu'il faut une maladie grave. Hein, est-ce que, je vous le demande, est-ce que la vieillesse est une maladie grave? Voilà. Bon, pour moi, non. Voilà, c'est les deux exemples qui me viennent comme ça. Par ailleurs, souvent, il y a les partisans de l'euthanasie vont mettre de l'avant les quelques cas rares, mais tout de même spectaculaires, de maladies dégénératives contre lesquelles il n'y a rien à faire, ou la qualité de vie le plus possible. Mais ça, c'est de l'anticipation, de la souffrance et de la perte du sens de ce qui se vit. Hein. Donc, bon, et c'est sur cette base-là qu'on a euthanasié des déments. Hein. Et alors maintenant, le discours est, il faut être conscient et capable pour pouvoir bénéficier de la loi de dépénalisation. Donc le discours est, il faut se dépêcher de demander anticipativement l'euthanasie pour pouvoir rentrer dans les 5 ans de validité de la demande et pouvoir être euthanasié juste à temps avant de perdre la conscience. Hein. Et donc maintenant le discours est, chers patients diagnostiqués Alzheimer, dépêchez-vous d'être euthanasié parce qu'après il sera trop tard. Il faut prendre les devants. Il faut se dépêcher, oui. Et alors, le discours qui est joint à ça, c'est de dire, écoutez, ça quand même, devoir dire ça à ces pauvres personnes de se dépêcher, c'est quand même pas normal. Donc il faut élargir la loi. Hein. Il faut qu'on puisse aussi les euthanasier après. On n'en sort pas. Voilà, alors on s'en sort en disant la conscience, puisque c'était écrit dans la loi qu'il faut être conscient, la conscience c'est simplement la conscience de soi. C'est plus être comateux, c'est avoir conscience de soi. Et une fois qu'on est démon, on n'a plus conscience de soi. Et voilà, c'est là l'élargissement pour pouvoir accéder à tuer tous les démons. Et pour les enfants aussi, vous avez peut-être lu ou entendu qu'il y a eu un article sur les infirmières qui, en néonatologie, euthanasiaient, enfin, injectaient des drogues qui tuaient les enfants. Eh bien, les personnes qui défendent l'euthanasie disent « ça, c'est pas de l'euthanasie puisqu'il n'y a pas de demande ». Donc ça, c'est une pratique d'accélération, c'est un état de nécessité. C'est pas de l'euthanasie, donc il n'y a pas de pente glissante, puisque c'est un état de nécessité, c'est pas de l'euthanasie. Ça sort du cadre de la loi. Vous voyez, on joue avec les mots en fonction de ce qu'on veut obtenir comme résultat. Mais ça n'empêche que l'état de nécessité, c'est ça qui a mené au débat sur la dépénalisation, et c'est ça qui a permis la dépénalisation. Et donc le pas suivant sera de dire, ben non, c'est pas normal qu'on ait un état de nécessité. Les pauvres infirmières ou les pauvres docteurs qui doivent tuer ces enfants-là par état de nécessité, il faut qu'ils soient protégés, et donc il faut élargir la loi. C'est comme ça que la DMD travaille.
Oh, alors, une brèche en appelle une autre et finalement on se retrouve, j'oserais dire, devant un gouffre. En tout cas, moi, c'est comme ça que c'est comme ça que je le vois se pratiquer, et c'est comme ça que c'est craint par moi, oui. Mais en tout cas par d'autres, c'est un progrès. Hein, donc oui. ça dépend de quel point de vue on se place. Hein. Si effectivement la dignité n'est que relative et relative à ce que je peux maîtriser de moi-même parce que je peux décider ce que je veux être, peu importe ce que ma nature m'impose, alors à ce moment-là, c'est un progrès. Mm-hmm. Oui, je pense que vous l'identifiez bien, ça pourrait même être notre conclusion, mais finalement, à l'arrière de tout ça, il y a ce qui reste inévitable probablement, toute une réflexion sur la véritable teneur, la substance de la dignité humaine et la définition même de l'être humain. Pourquoi vivre finalement? C'est pour ça que nous, avant que la loi ne passe, elle est passée très très rapidement. Hein. Oui. On avait dit haut et fort que ce qu'il fallait, c'était une discussion sociétale sur les fondements de la société. Qu'est-ce qu'un homme pour nous, société moderne? C'est ça qui n'a pas eu lieu. Et c'est ça qui fait qu'on est coincé, c'est qu'on n'a pas à discuter sur ce qu'est l'homme. Alors, on ne pourra pas le faire comme on le voudrait pour l'instant, parce que c'est déjà tout le temps que nous avons, mais on n'exclut pas de se reprendre avec vous ou avec d'autres comme vous. Docteur Dopsy, merci beaucoup. Merci infiniment pour cette entrevue. Avec plaisir. Merci. Merci aussi.